c'est la période des anniversaires, puisque il y a le 25e anniversaire du traité de Maastricht, qui a été fêté, si on peut dire, il y a quelques jours. Et puis, il y a le 60e anniversaire du traité de Rome. Alors, un mot sur chacun. Donc, le traité de Maastricht, qui a 25 ans et qui a été signé le 7 février 1992, petite remarque, logiquement, les oligarques européens auraient dû faire la fête, comme ils le font tous les ans avec la journée de l'Europe, et dès qu'il y a la célébration des grands personnages, des pères fondateurs, comme ils disent, tous d'ailleurs des agents américains pour la plupart, M. Monet et compagnie, bon, ils auraient dû faire la fête. Or, ce que l'on a observé, c'est que le 25e anniversaire du traité de Maastricht n'a fait l'objet d'aucune manifestation d'enthousiasme de la part de M. Juncker et de tous les oligarques européens, parce qu'ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus. Ils auraient bien aimé faire quelque chose de visible, mais ils ne peuvent plus. Pourtant, le traité de Maastricht, c'est le traité qui a ouvert la voie au type de construction européenne que nous connaissons et à l'euro. Et il a été conçu, il ne faut pas l'oublier, après la chute de l'URSS en 1989, et le traité de Maastricht était la réponse politique, à la fois politique et institutionnelle, à la fois de la social-démocratie européenne en alliance avec la droite, comme depuis d'ailleurs le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dont l'objectif était de faire front au communisme intérieur, communisme en France et en Italie essentiellement, et au communisme extérieur, c'est-à-dire le camp socialiste qui s'était construit à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Là, après la chute du système communiste, il y avait un intérêt stratégique majeur de construire quelque chose qui aille au-delà de ce qui avait été fait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, le traité de Maastricht s'est fait sous l'égide du slogan « Une nouvelle étape dans la construction européenne ». Et en effet, il s'agissait bien d'une nouvelle étape, puisque ça lançait la création de l'euro. Il y a eu des liens qui se sont développés en matière de police, de justice, de défense, de diplomatie. Le vote à la majorité qualifiée a été instauré contre, par exemple, la position de De Gaulle et l'épisode de la chaise vide, qui il voulait, au contraire, De Gaulle, rester sur le vote à l'unanimité, qui est le seul moyen, évidemment, qui ralentit tout, mais qui est le seul moyen de ne pas imposer des décisions aux États qui n'en veulent pas. Et puis, il y a eu des petites miettes données au Parlement européen, notamment la codécision dans certains domaines assez mineurs avec le Conseil. Pourquoi, dès Maastricht, la zone euro ne pouvait pas fonctionner? Parce que ça a été dit par un certain nombre de gens. Et ce qui arrive aujourd'hui ne devrait surprendre personne. C'était écrit, c'était dit. Qu'est-ce qui a été dit à l'époque par certains? Ce qui a été dit, c'est que la monnaie unique, une monnaie unique, ne réunissait pas à l'époque les conditions de ce que l'on appelle une zone monétaire optimale. Parce que pour créer une zone monétaire entre différents pays, il y a des conditions à réunir. Ça ne se fait pas comme ça. Et ces conditions font l'objet d'une liste de choses extrêmement simples. Une proximité de la structure économique des pays, premièrement. On a vu qu'il y avait des écarts énormes. Ensuite, il faut qu'il y ait une mobilité des facteurs de production entre le travail et le capital. La mobilité du capital avait déjà été assurée en partie, on était déjà dans la mobilité du capital, mais la mobilité du travail, évidemment, ne pouvait pas avoir lieu, tout simplement pour des raisons de langue, pour des raisons de statut du conjoint, de niveau de service public, bref, et parce que les gens ont envie de rester chez eux, n'ont pas forcément envie de se balader partout. Et puis,
pour qu'il y ait une zone monétaire optimale, il fallait qu'il y ait un budget central qui permette de réallouer des revenus dans les pays qui en avaient besoin, comme à l'échelle d'une nation. À l'échelle d'une nation, il y a des départements, il y a des régions, il y en a qui connaissent un développement économique plus fort que d'autres. Il y a une mutualisation interne, c'est-à-dire qu'on essaie d'équilibrer les choses. Pas de budget et refus de mettre en place un budget. Parce que mettre en place un budget européen aurait été aller dans le sens de l'État, de renoncer à la liberté du marché, enfin bref, toutes les vieilleries que l'on connaît. Alors, donc, l'échec de la zone euro était annoncé dès le traité de Maastricht. Seuls les naïfs, mais paresseux intellectuellement, pouvaient avoir des illusions, en se laissant embobiner par le discours qui consistait à vendre, comme d'habitude, l'Europe de la paix, etc., etc. Alors, le référendum en France, qui a eu lieu sur le traité de Maastricht a donné le oui d'un cheveu à un peu plus de 50%. Qui a voté pour le non au traité de Maastricht? Il y a eu une partie de la droite, petite partie de la droite, il y a eu le Parti communiste français, et il y a eu quelques très très rares socialistes, quasiment aucun, très rares. Qui a voté pour le oui à Maastricht en 1992? Il y a eu la grosse partie de la droite, il y a eu la quasi-totalité du PS et des Verts, évidemment, qui sont les pires en la matière, et puis M. Mélenchon. M. Mélenchon, qui était au Parti socialiste, il y a une excellente vidéo qui circule, qui explique, qui montre M. Mélenchon dire pourquoi il faut voter pour le oui à Maastricht, hein, avec sa fougue habituelle. Alors, d'ailleurs, les discours qui suivent aujourd'hui, il suffit de changer les mots, hein, et puis c'est le même discours qui ressort. Bon, alors, on voit que nous sommes toujours les héritiers de cette situation. Et ce qui arrive aujourd'hui était écrit dès le traité de Maastricht. Le traité de Rome, qui est antérieur, 60 ans, oui, c'est l'âge de la retraite, c'est le logo, hein, qui est très bien, c'est l'âge de la retraite, ben, il faut que l'Union européenne, cette Union européenne, la disparaisse. C'est la mise en place de la communauté économique européenne, c'est la mise en place du marché commun. Beaucoup de gens ne se rappellent pas, ou font semblant de ne pas se rappeler, que la mise en place en 1957, c'est celle du marché commun. C'est pas l'Europe sociale, c'est pas l'Europe de la paix, c'est le marché commun. C'était déjà la logique du marché. La logique du marché n'est pas le résultat d'une déviation qu'aurait subie la construction européenne, d'une déviation néolibérale. Génétiquement, l'Union européenne est basée sur le marché, elle est néolibérale par essence, par construction. Ça, c'est important, je pense, à le rappeler. Le bilan, il a été fait, refait, je n'y reviens pas. Tous les discours, quand on compare les discours qui ont été faits, les promesses qui ont été faites et la réalité d'aujourd'hui, évidemment, on est très loin du compte. Et c'est pour cela qu'un certain nombre de gens, de citoyens des différents pays de l'Union européenne, se détournent du vote, notamment au Parlement européen, parce qu'ils voient bien que tout ça était du mensonge. Rien n'a été tenu. Le problème que nous avons, je pense, pour répondre à la question, le combat pour la souveraineté nationale et populaire, c'est que peu est fait sur la nature de la construction européenne. Qui se bat
pour expliquer ce qu'est réellement la construction européenne. Parce que si on fait le panorama des forces qui prétendent lutter pour la souveraineté nationale ou même pour la souveraineté populaire, parce qu'il y en a qui parlent que de souveraineté nationale et qui oublient le peuple, et il y en a d'autres qui ne parlent que de souveraineté populaire, mais qui oublient de dire à quelle échelle va s'appliquer cette souveraineté populaire et qui oublient la nation. Donc, on s'aperçoit que finalement, parmi ceux qui prônent l'un ou l'autre, ou les deux à la fois, les deux souverainetés, peu de choses sont faites pour expliquer ce qu'est vraiment l'Union européenne. Et tel est l'obstacle principal, parce que le poids des illusions, le poids de la propagande pour expliquer qu'il s'agit de l'Union pour la paix, du modèle social européen, le fait que c'est le moyen d'éviter les égoïsmes nationaux et donc les guerres, tout ça pèse énormément. Et donc sur le plan idéologique, nous n'avons pas réussi à surmonter cette difficulté. Nous n'avons pas réussi à montrer la nature de l'Union européenne. Ce qui a avancé, c'est la contestation de l'Union européenne, la critique, le refus, le rejet. Mais passer du rejet qui est de plus en plus massif de l'Union européenne, moins de l'euro, passer du rejet à la compréhension des raisons pour lesquelles nous sommes dans cette situation, eh bien là, il y a un écart. Et c'est bien la difficulté que nous rencontrons. Alors, pour avancer, quel type d'alliance pouvons-nous faire? Ça a été un peu évoqué tout à l'heure. Nous sommes contre l'union de la gauche. Voilà, les choses sont dites et clairement dites. Le Parti communiste français, puisqu'il en reste, sa direction, préconise une nouvelle union de la gauche, du type de la gauche plurielle, avec M. Jospin, des ministres communistes, etc., qui a gagné le record des privatisations, qui a débouché sur une débâcle. M. Jospin n'a même pas pu aller au deuxième tour. Il y avait M. Le Pen au deuxième tour de la présidentielle, et la gauche, toute la gauche, a appelé à voter M. Chirac. Et là, le processus du moins pire consiste désormais à acclimater les esprits avec l'idée que maintenant, il faut voter pour le moins pire. On ne peut plus voter pour ces idées. On vote pour le moins pire. Alors, qui sont les moins pires? Les moins pires, c'est vrai que Marine Le Pen est moins pire peut-être que Jean-Marie Le Pen. Et puis elle est peut-être aussi moins pire que Marion Maréchal Le Pen. Mais il y a certainement du moins pire dans le Front National lui-même, parce que peut-être que nous serons placés à un moment ou à un autre devant ce choix. Monsieur Philippon apparaît comme moins pire que Madame Le Pen. Et puis, il y a Monsieur Macron. Monsieur Macron, il est peut-être moins pire que M. Fillon. M. Fillon lui-même étant moins pire que Mme Le Pen. Donc, M. Macron étant moins pire que M. Fillon, qui est moins pire que Mme Le Pen, ça vaut peut-être le coup. Et puis, il y a M. Hamon. M. Hamon est peut-être moins pire que M. Macron. Bon, c'est comme ça que la politique française aujourd'hui fonctionne. Mais nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut revenir sur le fond, sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le clivage entre les exploiteurs et les exploités. Ce n'est pas le clivage bourgeois. Il faut arrêter avec ces appellations dans lesquelles les gens ne se reconnaissent plus et qui sortent comme des slogans qui ne veulent plus rien dire. Quand le Parti communiste dit « on veut une politique de gauche », ça ne veut strictement rien dire. Ce qu'il faut, ce n'est pas une politique de gauche. C'est une politique
qui combat le néolibéralisme et qui se place au service du peuple. C'est comme cela, nous, que nous voulons parler. Et pour nous, il y a une sorte de sérum de vérité. Il y a trois choses, trois critères sur lesquels on fonde une appréciation. De gauche ou de droite, on s'en fiche, ça ne nous intéresse pas. Mais les choses concrètes nous intéressent. C'est les trois piliers de la mondialisation néolibérale, les trois piliers du capitalisme actuel, pour ceux qui n'ont pas compris que la mondialisation néolibérale, c'était la mise en œuvre du capitalisme. Il faut tout expliquer. Alors, ça repose sur trois piliers. Premier pilier, le libre-échange. Deuxième pilier, la globalisation financière. Troisième pilier, les institutions supranationales visant à étrangler la souveraineté des nations. Quand on veut savoir ce que pense vraiment un individu ou un parti politique, on ne va pas lui demander alors t'es de gauche ou t'es de droite. Ça n'a aucun intérêt. On va lui demander est-ce que tu es pour le libre-échange ou non? Est-ce que tu es pour la globalisation financière ou non? Est-ce que tu es pour les institutions supranationales ou non? Et c'est à partir de cela que nous nous fondons. On veut rassembler des forces sur cette base concrète, pour sortir unilatéralement du système de la mondialisation néolibérale, sortir de toutes les institutions supranationales, et donc de l'euro, de l'Union européenne, etc. C'est pas avec la gauche qu'on fera ça. La gauche aujourd'hui est l'obstacle qui empêche les classes populaires de franchir le pas qui permettrait d'avancer. Ça contribue à jeter dans les bras du Front National toutes les forces, toutes les classes populaires qui aujourd'hui auraient des raisons d'avancer. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous pensons que nous ne pouvons pas considérer que le score de M. Mélenchon sera intéressant à regarder. Non, le score de M. Mélenchon sera un signe de l'illusion. Ça mesure l'illusion. Parce que là, nous sommes totalement dans un système qui vise à empêcher le basculement d'une large partie des classes populaires vers une action radicale contre la mondialisation néolibérale. Et je termine sur un mot sur ce point particulier, parce que la diaspora communiste, je ne parle pas de la direction du Parti communiste qui est depuis longtemps un satellite du Parti socialiste qui ne fait qu'aller à la gamelle pour préserver quelques postes d'élus sans d'autres ambitions. Mais les militants communistes, il y a parmi la diaspora communiste beaucoup de gens qui sont contre le système de la mondialisation néolibérale, c'est-à-dire contre le capitalisme, et qui en tirent des leçons pratiques, pas de la rhétorique. Mais comment est-il possible de soutenir Mélenchon alors que Mélenchon ne veut pas sortir de l'Union européenne? Il explique qu'il veut un plan B. Et comment peut-on croire que l'on va modifier la trajectoire de Mélenchon? C'est une parfaite illusion. Parce que M. Mélenchon, il a déjà perdu. Il n'avait pas perdu dès le départ. Pourquoi? Parce qu'il s'est appuyé sociologiquement sur la petite bourgeoisie intellectuelle urbaine. C'est ça, les classes sociales sur lesquelles il s'appuie. Il ne s'appuie pas sur les chômeurs, les ouvriers, les employés, les petits fonctionnaires, qui sont dans les zones périphériques. Non, ça ne l'intéresse pas. Il s'intéresse à cette population petite bourgeoise intellectuelle urbaine parce que c'est l'électorat du PS. Et le PS, c'est sa cible. Il veut repasser devant le PS parce qu'il veut faire alliance avec le PS. Voilà l'échec programmé de M. Mélenchon. Il fallait, pour gagner, il fallait s'affronter aux abstentionnistes. Parler aux abstentionnistes. Il fallait parler à l'électorat du Front National, l'électorat non raciste. Il fallait parler au vieil électorat communiste qui reste encore, et qui quelques petits pourcentages. Voilà l'alliance, nous, en tant que parti de la démondialisation que nous recherchons. Nous considérons que les conditions politiques ne sont pas réunies aujourd'hui pour une alliance des souverainistes, des populistes
des nationalistes. Parce que, oui, on peut dire que nous sommes à la fois souverainistes, populistes, nationalistes. Souverainistes dans le sens où nous sommes pour la souveraineté des nations. Populistes dans le sens où nous sommes pour la défense des intérêts du peuple. Et nationalistes parce que nous sommes pour la défense de la nation. Voilà, oui, nous l'affirmons. Alors, est-ce qu'on peut faire une alliance entre les forces qui se réclament de ça aujourd'hui? Non, parce que d'abord, certains mettent un autre contenu à ces mots, et d'autre part, il n'y a pas d'accord, sur les trois questions que j'ai évoquées tout à l'heure, qui conditionnent l'échec, qui conditionnent un accord. Donc, non, on ne peut pas, et en plus, en période électorale, c'est totalement illusoire de chercher une alliance. Chacun essaye d'avancer ses pions. C'est totalement naïf. Donc, après les élections, il y aura un grand ménage. Un grand ménage. On espère que le PS va disparaître. M. Mélenchon ne va pas se relever de ce qui va se passer. Et la France insoumise, c'est quoi la perspective historique, à part la gloriole d'un individu? Il n'y a aucune perspective historique dans cette affaire-là. Donc, il y aura un bon ménage, et à partir de ça, nous pourrons reconstruire avec les citoyens.